Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La connaissance en tant que problème philosophique. Le problème de la connaissance n'est pas né spontanément, il est résulté surtout de la connaissance et des contradictions enveloppées dans les doctrines concernant le sens et les propriétés fondamentales de la réalité. Du moment que la réalité ne semble plus régler la connaissance avec certitude, il apparaît que la façon de connaître doit au moins pour une part déterminer la connaissance. La découverte de ce principe sert d'abord à nier la possibilité de la science, mais comme la distinction s'est introduite pour les choses entre l'apparence et la réalité, elle s'introduit pour l'esprit entre les facultés qui ne saisissaient que l'apparence et les facultés qui saisissaient le réel. Les facultés qui saisissaient le réel sont les facultés capables de découvrir et d'enchaîner le concept. Telle est la première solution positive donnée au problème de la connaissance. Cette solution est à la fois dialectique et ontologique. Elle manifeste la puissance qu'a la pensée de saisir le vrai uniquement au moyen de rapports intrinsèques qu'elle établit entre le concept, sans recours aux choses sensibles qui le troublaient, tout l'altéraient. Tel c'est à coup-ci sûr inspiré de l'exemple des mathématiques, dont le progrès consiste à déduire des propositions établies au moyen de relations qui ne relevaient que de l'esprit de nouvelles propositions. D'un autre côté, elle pose l'être dans l'idée, et par là, elle s'attribue le droit de transposer dans une langue différente, qui peut en rendre la solution plus aisée. Le problème de la dérivation de diverses formes de l'être, mais la limite de ce rationalisme dialectique ontologique est l'existence de ce qui est hors de l'idée, l'ignorance, l'opinion, l'erreur. Elle est encore l'irréductible opposition entre la généralité du concept érigé en réalité l'individualité de toute existence donnée. Ni l'effort tenté pour réduire l'ignorance, l'opinion et l'erreur par l'idéalisation de ce qu'elle exprimait, ni l'effort tenté pour rapprocher l'existence et la science par la réalisation de l'universel dans l'individuel, ne réussissait à résoudre cette double antinomie. À la logique du concept s'oppose le principe nominaliste qu'il n'existe que des individus à l'affirmation de la réalité objective ou transcendante de l'idée s'oppose le principe empirique qu'il n'y a que des représentations sensibles, mais bien que ces deux principes soient susceptibles d'une interprétation positive, c'est qu'ils servaient surtout à montrer l'indifférence de raison logique que l'individu comme tel peut découvrir en lui. C'est aussi l'indétermination de données que l'expérience sensible présente, c'est-à-dire que du nominalisme et de l'empirisme est tiré le scepticisme. D'un autre côté, la dialectique, tenue de plus en plus pour un procédé formel, ne sert qu'à opposer en ses expressions irréductibles des thèses contradictoires. Chez les anciens, la théorie de la connaissance est virtuellement partagée entre la métaphysique et la logique. La métaphysique détermine ce qu'est la vérité, la logique définit les procédés réguliers qui permettaient de l'atteindre. Au contraire, chez le moderne, la théorie de la connaissance s'est conquis, à part de la logique de la métaphysique, une place indépendante et même prépondérante. La cause de l'extension qu'elle a prise tient avant tout aux conditions nouvelles dans lesquelles elle s'est produite. Les anciens décidaient en bloc si la certitude est possible ou impossible, de quelle faculté relève la connaissance certaine. Chez les modernes, il s'agit moins de discuter sur la certitude possible que de rechercher comment est-elle possible.
Il s'agit d'établir non pas seulement quelle faculté elle suppose, mais quel genre de concours entre diverses facultés et par suite jusqu'où elle se tend. Ce que l'esprit, pour résoudre ces questions, ne part plus d'une hypothèse sur le réel, c'est qu'il trouve devant lui. C'est le réel déjà expliqué par la science, est investi par elle des déterminations authentiques de la sorte et éliminer une solution de problème, au moins sous la forme que l'Antiquité lui avait donnée, à savoir le scepticisme, expression d'un doute absolu sur la validité de la science. Le scepticisme ne serait plus qu'un jeu sans portée. Et s'il paraît subsister dans la philosophie moderne, ce n'est plus à coup sûr comme conception intégrale, c'est surtout comme moyen d'exclure soit les causes d'incertitudes étrangères à la fois à la science et la pensée, soit le faux type de certitude plus ou moins spontanément imposé par la pensée à la science. Il est une méthode ou un acte de l'esprit critique. Et à ce titre, quoi qu'il soit le plus souvent suggéré ou développé par l'empirisme, il est devenu de plus en plus immanente au rationalisme même. À son origine, le rationalisme moderne découvre comme condition de la science la pensée. Chez Descartes, non pas la pensée qui procède par concepts plus ou moins discontinus, plus ou moins transcendant les uns par rapport aux autres, mais la pensée intuitive, dont la géométrie est l'œuvre plus achevée, la pensée qui supprime toute distance entre elle et son objet, la pensée qui peut déduire sans cesser d'apercevoir parce que la déduction qu'elle accomplit n'est qu'une répétition d'actes éminemment simples, ayant été prouvés par de longues chaînes de raisons sans efficacité créatrice. La pensée n'a pas d'autre limite à se poser qu'elle-même. Elle a le droit de définir le réel, non pas à la mesure de données, mais à la mesure de sa vertu propre. La théorie de la connaissance est d'abord constituée par la dissolution graduelle de cette synthèse que le cartésianisme opérait entre la pensée et l'être. D'abord, alors même que la connaissance rationnelle se donne pour le type de la connaissance certaine, il n'en est pas moins vrai qu'elle se développe à propos des suggestions empiriques, d'idées des adventices, et si faible que soit le rôle attribué à l'expérience, ils ne sont produits pas moins hors de détermination de la raison. Et le fait de transposer l'expérience en raison confuse ou en raison implicite n'est possible que par l'altération du caractère concret de ces objets et de ces relations. Aussi, l'expérience résidue sans valeur pour le rationalisme cartésien apparaît-elle à l'empirisme comme le seul mode de détermination positive. L'expérience conforme nos idées aux choses, tandis que la raison ne conforme ses idées qu'à ses tendances. Le but de l'empirisme est moins de nier l'éniété des idées que de les destituer de toute signification objective. Il est possible que l'activité de l'esprit intervienne par-delà à le fait sensible, mais c'est qu'une activité formelle incapable de se créer une matière de connaissance capable tout au plus de s'adapter aux choses présentées par l'expérience pour les grouper et les ordonner. En outre, les relations rationnelles fondées sur le principe simple de l'esprit sont inadéquates aux relations concrètes que l'expérience révèle entre les faits. Enfin, c'est un préjugé que celui qui consiste à ériger en être l'objet de la connaissance. L'objet de la connaissance, c'est le donné, le phénomène sont plus ainsi. Donc, l'expérience est à la fois la cause, l'objet et la limite dit savoir. La cause en ce sens que ce sont les habitudes engendrées par des connexions fréquentées des faits qui marquaient la direction de notre pensée. L'objet en ce sens que le réel ne peut être ni déduit ni construit, mais doit être constaté. La limite en ce sens qu'une idée
à laquelle ne correspond d'aucune impression effective et arbitraire, selon chez Locke et Berkeley Hume. Mais de même que l'empirisme n'est constitué qu'avec le résidu du rationalisme, le rationalisme peut se reconstituer avec le résidu de l'empirisme. Sur le principe suivant, une activité de l'esprit peut être purement formelle sans être pour cela artificielle et arbitraire. Elle peut exprimer les lois générales auxquelles doit se conformer le donné pour être connu, de relations PV liées des phénomènes hétérogènes sans être pour cela a posteriori. L'expérience peut être l'objet et même la limite de la connaissance, sans en être la cause, car l'expérience explique tout de la connaissance, sauf la possibilité de l'expérience. Ainsi, peut se substituer aux doctrines contraires qui se fondaient exclusivement sur le droit de l'expérience ou le droit de la raison. Une doctrine qui montre dans la raison la condition de l'expérience. La raison ne peut pas saisir des êtres, de choses en soi, mais elle est nécessaire pour comprendre des objets tels est la doctrine kantienne, selon Kant et le criticisme. C'est le kantisme qui fournit le mieux le type d'une théorie de la connaissance parce qu'il en a en des termes nouveaux défini la méthode et la tâche. La théorie de la connaissance n'est pas une logique au sens ordinaire du mot. La logique, en effet, ne s'occupe que de ces règles générales de la pensée sans lesquelles il n'y a pas de bon usage de l'entendement, ou de ces règles spéciales sans lesquelles il n'y a pas de bonne application de l'entendement à certaines catégories d'objets. Mais elle ne s'occupe pas de lois qui font que la pensée est objective en général, qui la rendait capable de fixer a priori les conditions auxquelles doit se soumettre l'expérience. Cette fonction revient à la théorie de la connaissance. La théorie de la connaissance garde bien en un sens comme maxime de cette recherche l'ancienne formule de la vérité, adéquation intellectuelle et réelle, mais elle se distingue de la métaphysique en ce sens qu'au lieu de poser cette adéquation comme un idéal dogmatique, elle travaille à l'expliquer d'une façon critique. Pour cela, elle ramène la notion de réalité à celle d'objectivité, la notion d'intelligence à celle du sujet pensant et éliminant de parti pris toute conception qui ferait dépendre l'objectivité d'une chose en soi et qui ramènerait l'action du sujet pensant à une intuition intellectuelle. Elle se propose d'établir comment l'acte de pensée détermine a priori la législation universelle du phénomène. Mais d'un autre côté, pour comprendre dans sa pureté cet acte de pensée, il faut non pas le constater comme un fait d'expérience, mais le découvrir comme condition de la faculté de connaître. D'où la distinction essentielle qu'il doit y avoir entre la théorie de la connaissance et la psychologie. L'analyse psychologique résout des phénomènes complexes en phénomènes plus simples, mais l'élément psychologique le plus simple, la sensation par exemple, loin d'être une connaissance et par elle seule la donnée la plus subjective, par conséquent à vouloir traiter psychologiquement le problème de la connaissance. On néglige d'avance l'attribut essentiel de la pensée scientifique qui est d'être relation à un objet, non simple modalité d'un sujet. La méthode à acquérir ici, si elle n'est pas sans analogie avec les méthodes pratiquées par certaines sciences, est cependant originale. Elle est une méthode d'analyse, mais qui a pour but de dissocier d'une part dans la science ce qui est donné, ce qui est condition, d'autre part dans nos facultés, ce qui est matière, ce qui est forme, à montrer l'identité de forme de nos facultés de conditions de la science.
La théorie de la connaissance se garde de confondre avec la question des idées aînées, la question des principes a priori du savoir, car l'éniété n'est qu'un caractère psychologique apparent, toujours résoluble pour une analyse poussée plus avant. L'élément a priori, au contraire, n'est pas un fait psychologiquement circonscrit, puisque ce qui convertit en objet de connaissance certaines de nos représentations, il ne doit donc pas se laisser se réduire par l'analyse ordinaire des faits de conscience. Mais malgré tout, c'est la prétention de l'empirisme que de faire rentrer dans le cadre des questions psychologiques le problème qui concernait la possibilité et l'objectivité de la connaissance, le principe perpétuel de l'empirisme, quelle que soit la variété de formes qu'il affecte, c'est la résolution de la science objective en modalité de la vie mentale et la raison constamment invoquée pour la justification de ces principes. Ce que tout le concevable et tout le donné sont tels qu'en fonction de la conscience, d'où un subjectivisme essentiel qui s'éténue souvent par la distinction de modalités permanentes et de modalités passagères de la vie mentale, mais qu'on reste pas moins la négation de tout effort pour constituer à l'état de discipline indépendante la théorie de la connaissance. Seulement la généralité du principe sur lequel s'appuie l'empirisme psychologique en effet ressortir l'indétermination et l'insuffisance de ce que tout le concevable et tout le donné sont dans le conscience. Il ne suit pas que dans les consciences, il n'y a que de manières d'être et de relations psychologiques. La conscience est le lieu de détermination du réel spécifiquement différente et le fait que tous les phénomènes actuels ou possibles sont intérieurs à un sujet. Ne résout pas la question de savoir comment le sujet, au lieu de se borner à vivre, connaît, c'est-à-dire érige en objet explicable par des lois universelles le système de ces perceptions nettement distinctes de la psychologie. La théorie de la connaissance n'est pas moins distincte par sa fonction propre de la métaphysique. Elle joue à l'égard de la métaphysique le rôle de discipline critique ou propédétique, c'est-à-dire qu'elle cherche à déterminer si la métaphysique était possible comme science de l'être, ou si elle l'est seulement comme science des conditions a priori de la connaissance ou de l'action. Comme science coordinaire des principes et des résultats les plus généraux de sciences spéciales. Mais il est arrivé que la théorie de la connaissance a transposé en loi du savoir un certain nombre de concepts originairement pourvu de caractère ontologique, tel le concept de substance, de cause, de fin, qui refusait à ces concepts toute faculté d'exprimer, d'être. Elle leur a attribué la vertu de comprendre le phénomène, d'où la tentation de supprimer, mais en un autre sens, la distinction de la théorie de la connaissance et de la métaphysique pour ériger en métaphysique, c'est-à-dire en science d'absolu et de l'inconditionné, la théorie même de la connaissance. C'est ainsi que le sujet pensant du kantisme devient chez Fichte le moi producteur par son activité infinie, non seulement de la forme, mais de la matière du savoir. C'est ainsi encore que l'universelle relativité rattachée par Kant à la conception des antinomies de la raison devient chez Hegel le fondement, le fond même de la pensée absolue en vertu d'une dialectique immanente par laquelle les idées et les choses ne s'allumaient que pour se nier et pour se constituer, se continuer dans leur négation. Mais cet idéalisme métaphysique est obligé ou bien de convertir arbitrairement en être ce que n'est que notion, ou bien de se poser comme premier principe une causalité infinie.
dont le type est fourni non par la conscience intellectuelle, mais par la conscience morale de l'humain, et par là, il apparaît comme le savoir. N'exprime ni dans leur intégrité, ni dans leur essence le rapport de l'humain au réel. D'un autre côté, si la théorie de la connaissance reste plus strictement fidèle à son rôle de propédeutique, si elle a pour résultat de limiter la raison en elle-même et dans ses usages, elle est naturellement conduite à affirmer que la vie pratique a des principes à part, distincts des principes du savoir théorique. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.